Donc, officiellement, bonjour et bienvenue à ce second webinaire de 14, le deuxième d'une série de rendez-vous en ligne qui se tiendront tout au cours de l'année. Je me présente, Isabelle Gagnon, propriétaire de 14, agence web design marketing. J'ai le plaisir de travailler avec une équipe d'experts qui carburent à augmenter la visibilité, les ventes et la notoriété des entreprises et des organisations pour qui nous travaillons depuis 20 ans. Donc, aujourd'hui, on parle de création de contenu. L'objectif de ce webinaire ce midi, c'est identifier les réels enjeux de la création de contenu en 2022, passer au travers des différentes étapes pour bâtir une stratégie de création de contenu qui soit efficace, puis en troisième lieu, repérer les pièges classiques à éviter dans la création de contenu. Donc, pour traiter du sujet aujourd'hui, je suis accompagnée de notre très compétente et très appréciée Océane Oukambi, rédactrice web et gestionnaire de réseaux sociaux pour 14 depuis déjà plus d'1 an. Donc, Océane, bonjour. Isabelle, bonjour tout le monde. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas se voir, mais j'espère que vous m'entendez bien. Et puis, je vais de toute façon essayer de le rendre le plus vivant possible, même si on ne voit pas mes mains. Mon énergie est là. Merci d'être avec nous ce midi, Océane, pour partager ton savoir. Donc, afin d'être plus pertinent dans nos exemples lors de la présentation, je vous demanderai peut-être d'écrire dans le chat, là, il y en a qui l'ont découvert, donc dans l'onglet de gauche, le deuxième menu, c'est Q&R, questions et réponses. Donc, je vous inviterai peut-être à partager vos secteurs d'activité parce qu'on va donner des exemples tout au long de la présentation et j'aimerais savoir dans quel domaine vous œuvrez. Donc, ça nous donnerait un petit peu, soit pour une entreprise ou une organisation, savoir dans le fond qu'est-ce que vous faites. Donc, si on a des exemples concrets à donner, on va pouvoir être un petit peu plus pertinent. Donc, je vous invite à nous écrire ça. OK. Donc, on a les stratèges. Et n'hésitez pas s'il y en a qui ont des soucis de connexion à le noter là, dans le. Si vous ne nous entendez pas bien ou il y a un souci, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Là, on va essayer de régler ça pour les nouveaux qui arriveraient. Donc, merci de vos réponses. Merci de vos réponses. Ça continue à rentrer. OK. OK. Donc, continuez à écrire et puis on va poursuivre. Donc, nous sommes maintenant prêts à rentrer dans le vif du sujet, je crois. Donc, le sujet 1 qu'on voudrait aborder, Océane, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Là. Écoute, on est dans un monde en 2022 où tout bouge, puis bien sûr, le numérique, c'est ce qui est en tête, en pôle position pour les changements, là, on s'entend. Donc, comme on est en mutation perpétuelle, que les sites web, que les réseaux sociaux, c'est toujours en changement, il faut amener focusser sur quelque chose. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu des principaux enjeux de la création de contenu en 2022. Oui, mais en 2022, je te dirais que c'est encore plus qu'en 2021, plus qu'en 2020. Ça va vraiment de plus en plus vite au niveau des réseaux sociaux et du contenu sur le web. Il y a de plus en plus de contenu qui est créé, de plus en plus de règles qui sont ajoutées, ça évolue. Il y a beaucoup de choses qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des nouveaux réseaux sociaux qui se créent au fur et à mesure, fait qu'on en découvre de nouvelles plateformes. Et on se rend compte aussi que la tendance, c'est quand même la tendance aux animations et au contenu vidéo. Mais il n'y a pas uniquement cette tendance qui fonctionne. Et moi, je constate que même si le marketing web est toujours en mouvement avec ses tendances, avec ses évolutions à chaque année, mais en fait, les bases du marketing et les bases de la communication, ça reste vraiment inchangé. Donc, les enjeux en 2022 pour moi, c'est de, oui, surfer sur les tendances, parce que évidemment, on veut vraiment être au top dans les réseaux sociaux, mais il ne faut pas perdre de vue ses objectifs et la stratégie avec la base du marketing et de la communication. Et un deuxième enjeu aussi que je vois en 2022,
c'est qu'on veut vraiment augmenter sa visibilité, surtout qu'il y a énormément de contenu, énormément d'entreprises qui diffusent sur les réseaux sociaux. Donc, on veut être visible, mais il faut toujours garder en tête qu'il y a une manière stratégique d'augmenter sa visibilité et qu'on ne peut pas non plus le faire n'importe comment. Oui, donc tu as tout à fait raison. Écoute, je partage un peu notre écran de façon, je ne sais pas si vous voyez le partage d'écran, donc je vous partage un peu une page de la page de Facebook de 14 pour que vous voyez un petit peu. Donc, on va regarder un peu là. Oui, c'est ça, donc parfait. Donc, ça, c'est bien, dans le fond, ce que tu nous dis, Océane. Là, passons maintenant au deuxième sujet. Puis, n'hésitez pas à nous poser des questions. Là, comme si les micros ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à y aller spontanément avec les questions et réponses. Nous, on continue de regarder. Et si votre voix est tous activée, donc si vous y allez de vos questions spontanées, là, c'est le moment. Il n'y a vraiment pas de problème. N'hésitez pas à nous, dès qu'on a abordé les questions, là, à nous les en faire part. Sinon, on va en reprendre à la fin. Donc là, je voyais qu'il n'y avait pas de questions qui étaient. Je réactive tous vos caméras. Moi, je m'assure tous que vous avez la voix, là. Donc, s'il y avait des questions, n'hésitez pas. Donc, avions-nous. OK. Donc, si on passe maintenant au deuxième sujet, tu nous as parlé donc, de surfer sur les tendances sans perdre de vue nos objectifs. Mais pour se bâtir une stratégie de création de contenu qui est solide, qui est efficace, OK? On s'y prend comment? Donc, ce serait quoi les étapes pour y arriver? Mais c'est ça, c'est vraiment des étapes à respecter. Il y a des choses qu'il faut faire dans l'ordre parce que sinon, ça ne fonctionne pas de manière optimale. Et pour moi, la première étape, puis celle que je vais toujours répéter, c'est vraiment fondamental. La première étape à retenir, pour moi, c'est vraiment de connaître sa clientèle cible. Donc, la toute première action qu'on doit faire avant même de penser à publier sur les réseaux, avant même d'écrire des articles de blog, c'est vraiment connaître sa clientèle cible, travailler sur définir son client idéal. Parce qu'en fait, la base du marketing, c'est vraiment de savoir à qui est-ce qu'on va communiquer, quelle tranche d'âge on veut atteindre, quelles sont les problématiques, surtout de la personne qu'on cible. Donc, à quel besoin finalement est-ce qu'on va répondre en tant que professionnel? Et ça, c'est vraiment une étape qui est indispensable pour pouvoir ensuite déterminer sa ligne éditoriale, savoir quel contenu on va publier, savoir quel ton on va utiliser aussi, à quelle fréquence on va publier. Tout va vraiment partir du client idéal. Puis, il faut savoir qu'on ne parle pas de la même façon en fonction du type de clientèle qu'on a. Donc, quand on est une entreprise B2B, donc business to business, que nos clients sont des professionnels, c'est sûr qu'on ne va pas utiliser les mêmes tons, on ne va pas utiliser le même type de contenu que quand on parle directement à de la clientèle qui est en fait un peu en particulier, en fait, un monsieur, madame du quotidien, un particulier. Donc, il y a un ton différent à employer. Donc, il faut vraiment d'abord partir sur la base du client cible. Et ce que tu mentionnes, Océane, qui est très pertinent, c'est ça. Parfois, on a différents types de clientèle. Hein? On s'adresse à une sorte si on fait du B2B, à une sorte de professionnel et à d'autres. Mais il faudrait vraiment se demander à qui on veut parler précisément en fonction de le service qu'on veut le plus promouvoir ou le service qui est le plus profitable pour notre entreprise. Et peut-être bien le définir, ce personnage-là. L'avoir vraiment dans la peau, de se dire aussi précis que c'est un homme de 40 ans, il a les cheveux bruns, il a une barbe, et le voir dans sa tête et de se dire, quand on se met à écrire, là, y penser et de se dire, c'est à cette personne-là que je veux parler. Et là, ça devient beaucoup plus tangible à qui on s'adresse parce que des fois, on l'a en tête, mais pas juste parler à tout le monde, mais vraiment à notre client qui est le plus profitable, celui qu'on veut attirer, parce qu'il y a peut-être un service qu'on offre dans notre entreprise qui n'est pas le service le plus, celui qu'on veut promouvoir ou mettre le plus de l'avant, mais c'est ce qu'on veut vendre, hein, à ce moment-là, il faut vraiment s'imprégner de ce client-là en le définissant très, très précisément. Oui, puis comme tu dis, parfois, on a l'impression que c'est un peu comme une étape qu'on peut sauter, la définition de son client idéal. Puis, c'est ça, de le personnifier, on a l'impression que c'est un petit peu trop, mais moi, je trouve que c'est une façon de l'avoir, puis de le garder proche de soi à chaque fois qu'on veut faire une publication, qu'on veut écrire un article, de l'avoir devant soi, puis de se dire, est-ce que quand je vais écrire ou publier mon contenu, est-ce que ça répond vraiment
aux besoins et à la problématique de mon client cible que je vois là, ou est-ce que si ce n'est pas le cas, ben, je vais peut-être changer un petit peu le contenu éventuellement de ma publication. Puis, je trouve que c'est vraiment ça, c'est la question de base, parce que généralement, les questions qui reviennent de la part de nos clients, ben, finalement, la première réponse, ça va être ça. Je te donne des exemples. Parfois, on me demande, est-ce que je dois être présent sur telle ou telle plateforme? Mettons sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Ben moi, ma réponse, la première, ça va être, est-ce que ton client cible se trouve sur cette plateforme? Parce que si on veut ouvrir un compte sur Instagram, mais que notre clientèle cible est plutôt une clientèle professionnelle qui va plus se connecter, réseauter sur LinkedIn, ben Instagram ne va pas rentrer finalement dans les stratégies efficaces. Parfois, on va se demander à quelle heure est-ce que finalement je dois diffuser mes publications à chaque semaine? Ben, encore une fois, ma réponse, ça va être à quelle heure est-ce que ton client cible consulte les réseaux sociaux? Parce qu'en fonction du type d'activité, notre client cible, ben, il peut avoir un horaire différent. Donc, c'est vraiment de voir en fonction de notre client cible quelles sont ses habitudes et quels sont ses besoins réels. Et ça, c'est vraiment la première grosse étape et celle à travers laquelle il faut passer absolument avant de publier. Merci, Océane. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter sur ce point-là ou on passe au troisième point? Il y a une deuxième étape. Fait qu'on peut passer à la deuxième étape. On passe à les étapes. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment deux grosses étapes. C'est que ma première étape, définir son client cible, son client idéal. Ma deuxième étape, c'est planifier sa stratégie de publication, puis de la planifier de manière annuelle. Parce que pour moi, quand on publie, si tu veux, je vais te donner une image, c'est un peu comme partir en voyage. Fait que tu pars en vacances. Si tu pars et que tu ne sais pas exactement où tu vas, par où tu vas passer, ben finalement, tu finis par te rendre nulle part. Tu pars pas, tu réussis pas à atteindre ton objectif de vacances. Tu perds de l'énergie, tu perds du temps. C'est que c'est impossible de partir en vacances sans savoir où on va, puis par où on va passer finalement. Donc pour moi, c'est vraiment la même chose pour tout ce qui est stratégie de communication pour une entreprise. C'est que quand tu publies, que ce soit sur les réseaux sociaux, encore une fois, ou sur le blog, ben, tu dois avoir un plan annuel. Donc, tu dois savoir quels sont tes objectifs et par où est-ce que tu vas passer à chaque mois dans ta création de contenu pour publier puis pour atteindre tes objectifs. Puis en même temps, je te dirais que d'avoir une planification annuelle, un plan de publication annuel, ben, ça permet aussi d'avoir une cohérence dans les publications. Ça permet d'être pertinent, d'être régulier aussi parce qu'on sait d'avance à quelle période à peu près on va publier. Puis ça permet toujours, parce que l'objectif, c'est d'atteindre ses objectifs, et que ça permet aussi de garder le cap sur ses objectifs. Donc, c'est vraiment super important. C'est très pertinent les trucs que tu nous donnes, Océane. Là, on sait plus comment s'aligner pour notre stratégie, mais si on veut savoir maintenant un peu plus les pièges à éviter, parce que, tu sais, là, on se lance, on se trouve tout bon, puis on commence à faire les choses. Est-ce que tu pourrais nous parler des 5 pièges classiques dans lesquels il ne faudrait pas tomber? Ouais. Le premier piège, je te dirais que c'est de ne pas connaître au minimum les différents algorithmes. Puis je vais rappeler rapidement c'est quoi un algorithme. C'est grosso modo un robot. Le robot d'une plateforme de réseau social ou le robot de Google, par exemple, qui est programmé pour filtrer en fait les publications d'une certaine manière. Donc, en fait, chaque plateforme, chaque réseau social et même Google a son algorithme et chaque algorithme fonctionne différemment. Donc, en fait, il faut vraiment connaître quand même un minimum les règles des algorithmes. On ne demande pas d'être des professionnels en gestion des réseaux sociaux, mais c'est vraiment juste un minimum quand même de connaître les différentes règles. Il y a aussi des petites stratégies comme la stratégie d'utilisation des hashtags, aussi des petites choses en fait que chaque algorithme va mettre en avant ou pas. Et puis, c'est important de le savoir pour être sûr qu'on ne publie pas pour rien finalement. C'est quand on publie sur son site web, qu'on publie un article de blog ou une page, il faut savoir aussi qu'au niveau de l'algorithme de Google, l'algorithme va mettre en avant ou pas notre contenu en fonction des mots-clés qu'on utilise. Donc, on a aussi des petits outils de référencement qu'on appelle organiques, des référencements gratuits, sans publicité. Et puis, nous, chez 14, par exemple, on installe un petit module sur le site en arrière
puis on le met à disposition des clients s'ils veulent être autonomes. On leur donne un accès aussi avec un aide-mémoire en ligne pour pouvoir compléter l'outil pour avoir les bons mots-clés, la bonne méthode pour référencer son site. Puis si nous, nous, on l'utilise nous aussi pour améliorer notre travail. Mais c'est vraiment important d'avoir cette visibilité-là, à la fois sur les réseaux sociaux et à la fois sur Google, sur le site Internet, notre site Internet de base, pour vraiment publier de la bonne manière sur chaque plateforme. Fait que, piège numéro 1, c'est de ne pas connaître un minimum les différents algorithmes. Piège numéro 2. Ouais, piège numéro 2, c'est l'inverse finalement, c'est de créer du contenu uniquement pour plaire aux algorithmes. Parce que c'est important d'avoir des abonnés, c'est important d'avoir une audience à qui partager du contenu, parce que, évidemment, quand on a un compte sur les réseaux sociaux et puis qu'on n'a pas d'abonnés, c'est un peu comme parler à une salle vide. C'est vraiment, c'est pas efficace, puis ça sert un peu à rien. On parle dans le vide. Donc, c'est important d'avoir une audience, c'est sûr, mais c'est important d'avoir une audience qu'on appelle qualifiée. C'est-à-dire une audience qui s'intéresse vraiment à nos produits ou à nos services. Puis, les algorithmes, oui, ils vont favoriser les personnes qui ont des abonnés, mais on va prendre en compte aussi les comptes qui ont un taux d'engagement élevé. En fait, je vais un petit peu l'expliquer. Le taux d'engagement, c'est que plus nos abonnés interagissent avec nos publications, que ce soit des likes, des commentaires, des partages aussi de nos publications, plus nos abonnés interagissent et plus l'engagement est meilleur. Puis le taux d'engagement, ça va se calculer en fonction de notre nombre d'abonnés total, puis le nombre d'abonnés qui interagissent. Donc, en fait, c'est mieux d'avoir une petite audience, d'avoir 100 abonnés qualifiés, des personnes qui s'intéressent vraiment à notre contenu, et d'en avoir 50, mettons, qui commentent régulièrement, qui interagissent. Ça, c'est mieux que d'en avoir 10 000 des abonnés, puis de faire la course aux abonnés, mais d'avoir juste 2-3 commentaires de temps en temps. Le classique, on a toute notre famille qui est abonnée parce qu'ils nous aiment à notre entreprise. Il y a le beau-frère, la cousine, tout ça. Mais là, écoute, ces gens-là, ce n'est pas notre clientèle cible. Donc là, on dit abonnez-vous à ma page personnelle, mais pas à ma page professionnelle parce que ça nuit un peu jusqu'à un certain point parce qu'on pense qu'on a beaucoup d'abonnés. Mais finalement, ça, c'est pas des clients cibles. C'est ça, c'est exactement ça. Nos contenus. Oui, parce que c'est ça, notre famille en général ne va pas interagir ou partager, ou il y en a une personne qui va partager régulièrement, mais c'est tout. Donc en fait, faut pas oublier que c'est l'humain qui va interagir avec notre contenu. Donc si notre contenu ne plaît pas réellement à notre prospect ou aux personnes qu'on aimerait avoir dans notre audience, il y a peu de chances finalement que la personne interagisse ou que la personne achète nos produits ou services. Donc on ne peut pas juste faire des publications pour faire des publications, essayer de booster notre visibilité de manière un peu artificielle, entre guillemets, en publiant beaucoup et répondre aux algorithmes, puis faire plaisir aux algorithmes. Non, on veut vraiment avoir une audience qui est qualifiée, avoir un contenu qui est attractif, qui est cohérent avec notre ligne éditoriale, et puis surtout un contenu qui donne envie à nos prospects, à nos candidats potentiels de s'abonner et de continuer à nous suivre, évidemment. Le but, c'est que la personne reste durablement. Et puis, la manière dont on peut procéder pour ça, c'est de poser des questions à notre audience dans les publications, donner envie d'interagir d'une manière ou d'une autre, d'essayer un petit peu d'animer finalement notre communauté. Et encore un point qui rentre en compte dans ce piège-là, en fait, c'est qu'on ne doit pas publier pour publier. Mettons, pendant une semaine, on va publier tous les jours, puis après, pendant 2 mois, on ne publie plus. Parce qu'on va booster, au niveau de l'algorithme, on va booster notre visibilité temporairement, mais finalement, sur le long terme, ça va nous desservir. C'est toujours mieux de privilégier la constance et la qualité des publications pour avoir vraiment une audience qui apprécie notre contenu. Parce que, encore une fois, il faut penser à l'humain qui est derrière son Facebook, derrière son compte LinkedIn, puis qui regarde réellement nos publications. Il faut vraiment garder en tête de ne pas non plus être, entre guillemets, on pourrait dire, comme l'esclave de l'algorithme.
Donc, ça fait le tour un peu du deuxième piège. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions spontanément? On roule, là, mais est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Je vous invite à prendre la parole ou de nous l'écrire dans le chat s'il y a des choses qui vous interpellent. Bon. Oui, Laurent? Je voulais juste dire que c'est important donc d'avoir, comme pour nous, ma femme et moi, on veut faire un webzine, mais ce n'est pas nous qui vont gérer le site. C'est important d'avoir le support comme d'une équipe comme chez vous, par exemple, ou une autre équipe qui peut chevaucher, qui peut faire toutes les référencements et tout ça pour quelqu'un qui ne veut pas gérer lui-même le site. Tout à fait. Ben, c'est possible d'être fait en collaboration. Nous, on préconise toujours chez 14 que le client ait le plein accès de tous ses outils, que ce soit ses réseaux sociaux ou son site web. Mais advenant qu'on n'a pas le temps, qu'on manque de ressources humaines ou qu'on manque d'expertise ou qu'on est plus payant à faire autre chose. Donc, à ce moment-là, ben, on peut collaborer ou prendre totalement en main là, si souhaité. Donc, il y a plus qu'une façon de faire, tout dépendant de vos ressources, de votre expertise, de votre temps. Oui. Merci. C'est important quand même d'avoir un support pour quelqu'un comme nous là, qui font plus le contenu que le contenant. C'est important d'avoir le support pour chevaucher tout ça, pour tenir le site, pour sécuriser le site, toutes sortes de détails que nous, on aimerait Oui, mieux. c'est ça. Laurent, tu parles plus des mises à jour et le suivi de la sécurité, parce que pour ce qui est des contenus, de la gestion des contenus, c'est vraiment nous qui allons faire ça. C'est comme deux choses différentes. Oui. Je comprends bien je comprends bien. Dans le fond, sur les réseaux sociaux, ben, il n'y a pas on n'a pas à se préoccuper de ça. Sur le site web, c'est sûr qu'on est responsable. Puis on va aborder quelque chose tantôt qui va être intéressant en lien avec ce que vous dites. OK, merci. Il y avait d'autres questions? Je surveille le chat. Donc, je pense que ça fait le tour. Fait que poursuivons avec un autre piège, Océane. Oui, puis je vais encore donner une image. Le troisième piège, quand on fait quand on publie sur les réseaux sociaux ou sur son site web, puis là, je vais un peu plus parler de tout ce qui est réseaux sociaux. Le troisième piège, c'est de ne pas connaître les codes, entre guillemets, de la plateforme qu'on utilise. Puis là, mon image, pour que ce soit un peu plus parlant, c'est qu'au quotidien, par exemple, on est invité à un gala. Ben, quand on est invité à un gala, on sait d'avance que tout le monde va être bien habillé. Donc ça, c'est comme un code, il y a un dress code, une convention, on va dire, sur le type de tenue qu'on doit porter. Et ça, tout le monde le sait. Mais en fait, sur les réseaux sociaux et sur chaque réseau social, sur chaque plateforme, finalement, c'est un petit peu la même chose. On sait d'avance quel est le type de contenu auquel on va avoir accès sur la plateforme. On s'attend finalement à un certain type de contenu. Puis ce contenu va être différent selon la plateforme. On ne publie pas la même chose sur LinkedIn que sur Facebook ou Instagram. Puis je vais donner des exemples. Donc, exemple sur Facebook. Facebook, c'est quand même assez bien connu. On sait qu'on va retrouver un petit peu du quotidien, des photos personnelles, des photos professionnelles. On partage l'actualité, on peut diffuser des publicités. Bref, Facebook, c'est vraiment quand même assez ouvert finalement sur le type de contenu qu'on peut publier puis trouver. Sur Instagram, c'est un peu différent. C'est un peu plus du contenu visuel, c'est un peu plus pour se divertir. On va dire c'est un peu plus léger finalement que ça s'adresse à une clientèle différente, on s'entend. Là, pour ceux qui sont aussi familiers, là, Facebook a acheté Instagram et Facebook, dans le fond, s'occupe de la clientèle qui est plus les 35 ans et plus. Et Instagram, dans le fond, va couvrir la clientèle qui est plus les 35 ans et moins. On pourrait résumer ça comme ça. Exactement. Toujours en fonction de la clientèle cible aussi. Et puis, sur LinkedIn, c'est un peu plus parlant par rapport aux deux autres. Sur LinkedIn, on sait que c'est un réseau professionnel. Donc, on va partager les bonnes pratiques, on va partager ses bons coups professionnels, on va partager les annonces du recrutement éventuellement. Donc, on est un peu plus sur une activité de réseautage finalement sur LinkedIn. Puis, je vais le dire comme ça, on n'est pas là sur LinkedIn pour se faire vendre des produits. Donc, on évite de diffuser trop de publicité. Puis, on ne va pas diffuser de la publicité toutes les semaines, par exemple.
que sur Facebook, on pourrait se permettre de le faire. Donc, c'est vraiment pour illustrer un peu les différences. Puis, il y a aussi la partie My Business de Google, Google My Business, où dans sa fiche Google, on peut aussi publier des nouveautés concernant l'entreprise. Fait que là, on va vraiment rester strictement dans le contenu qui est en lien avec l'entreprise et on ne parlera pas de contenu personnel. Fait que c'est ça, il faut savoir un petit peu les codes finalement de chaque plateforme pour savoir si on est dans le ton juste, dans le bon ton, dans le bon contenu qu'on diffuse sur chaque réseau. Il y a des fois des choses qu'on va publier sur tous les réseaux, des choses qu'on va publier seulement sur un ou l'autre réseau en fonction du type de contenu qu'on a. Et ça, c'est un piège à éviter. Faut vraiment connaître les codes de la plateforme qu'on utilise. Ça, c'est une des bonnes pratiques qu'on doit utiliser. Parce que Céane, c'est ça. Dans le fond, ce que tu dis, c'est on veut connaître les codes parce qu'on ne veut pas perdre notre temps. On se dit que c'est gratuit, les réseaux sociaux, mais on peut y mettre beaucoup de temps. Écrire un article là, sur un article de blog sur votre site Internet, ça prend 1h30, 2 heures, hein, puis ça peut être encore plus si c'est un article de 800 mots. Après ça, on prend du temps de le diffuser sur les différentes plateformes, de trouver des images, des visuels, d'ajouter des hashtags. Donc, on se dit, ça ne coûte rien, mais ça coûte quand même, si vous payez une ressource, ça coûte le temps de la ressource. Si vous le faites vous-même, mais vous n'êtes pas en train de faire autre chose. Donc, c'est important de faire les bonnes choses puis de ne pas minimiser, dans le fond. Si on met un coût à chaque publication, ben, c'est quand même du temps, puis du temps, c'est de l'argent. Fait que c'est important de savoir les bonnes choses parce que sinon, ben, on rate un peu notre objectif. Oui. Puis ça fait partie vraiment de la stratégie pour savoir sur quelle plateforme on publie aussi. Oui. Et il y a encore des pièges dont tu ne nous as pas parlé, donc on n'a pas fait le tour. Je te laisse terminer. Oui, j'ai encore 2 autres pièges. Le piège numéro 4, c'est un piège qui est courant aussi, c'est de penser que le contenu, finalement, c'est que le texte. Donc, on peut penser que la création de contenu, c'est la création de texte. Puis, finalement, ben, la création de contenu, c'est pas seulement juste le texte. Surtout aujourd'hui, en 2022, les images, les animations, les vidéos, ça a une importance qui est de plus en plus énorme, on va dire, c'est de plus en plus important. Les photos aussi, toujours. Les emojis aussi, par exemple, quand on écrit du texte, ben, pour avoir un petit côté un peu plus agréable à lire et visuel, ben, on va mettre des petits emojis, des petits émoticônes dans notre texte. Donc, tout ça, en fait, la partie visuelle, ça doit également faire partie de la stratégie. Il ne faut pas le négliger parce que le visuel, c'est important. Et comme on l'a vu, ben, l'importance du visuel, ça augmente au fil du temps. Et de plus en plus, en 2022, c'est quelque chose à prendre en considération dans sa stratégie de création de contenu. Merci pour ce conseil. Et le dernier piège, Océane. Oui, le dernier piège, encore quelque chose à surtout ne pas oublier puis ne pas négliger. Le piège numéro 5, c'est de tout miser sur les réseaux sociaux. Parce que faut garder en tête que notre page sur les réseaux sociaux, elle ne nous appartient pas. Donc demain, si notre page est bloquée ou supprimée ou piratée, ou peu importe ce qui peut se passer, parfois ça arrive que notre page soit bloquée pour aucune raison apparente, soit que quelqu'un l'ait signalé ou soit pas. Bref, parfois on n'a aucune idée de pourquoi ça a été bloqué. Mais en fait, si ça arrive et que vous n'aviez rien publié ailleurs ou que vous n'avez pas prévu finalement de stratégie, un peu de plan B, on va dire, bien finalement, vous perdez toute votre communauté puis tous vos contacts. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment super important d'avoir déjà un site web pour que nos clients et nos prospects, nos candidats potentiels soient capables de nous retrouver ailleurs que sur les réseaux sociaux. C'est également important de créer du contenu sur son site web, d'augmenter son nombre de pages ou d'avoir des articles de blog parce que ça permet aussi d'augmenter sa crédibilité puis de son importance sur les réseaux sociaux, sur le site web, pardon. Et autre chose, c'est d'avoir une infolettre. Parce que avoir une liste de courriels, ça permet d'avoir des contacts qui nous appartiennent. Notre site web, notre nom de domaine, notre infolettre, notre boîte courriel finalement, elle nous appartient à 100%, puis on va toujours pouvoir la récupérer. Alors que le contenu qu'on diffuse sur les réseaux sociaux ne nous appartient pas. Et si demain la page est supprimée ou bloquée et qu'on n'a plus accès, c'est terminé, on perd tout. Donc, tout miser sur les réseaux sociaux,
c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Et on a une image pour ça. Hein? Ouais. On a une image, bon, pour les clients qui nous connaissent un peu, faire ça simple et avoir une image visuelle pour résumer ce que tu viens de dire, Océane. Comparez votre site web à un soleil, OK, qui est au centre de votre système solaire. Et les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Google My Business, Instagram, Facebook, name it, l'infolette, voyez ça comme des satellites qui tournent autour de votre soleil. Donc, ce sont des choses qui gravitent autour de votre site, mais l'essentiel dans votre système solaire, c'est votre soleil qui est au centre de vos communications numériques et que tout ce qui tourne autour, qui gravite autour, doit, dans le fond, pointer vers votre site. Parce qu'on s'entend que c'est pas sur Facebook que ça se passe, tu sais, closer un mandat ou être capable de vendre un produit ou service. Tu sais. Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est qu'on lève des flags. On invite, on tease notre clientèle cible, on dit hey, on est là, puis on les intéresse, on partage notre expertise. Mais ultimement, on en dit juste assez pour les ramener sur le site Internet. Et c'est là que ça se passe sur le site Internet. C'est là qu'on fait valoir toute notre expertise et ultimement, on vend nos produits et services. Donc, c'est important, comme Océane le dit, oui, on fait du bruit sur les réseaux sociaux, mais on ramène sur le site et on s'assure que toute l'information soit sur le site parce que ça vous est déjà sûrement arrivé où vous avez vu quelque chose passer dans le fil d'actualité sur votre mur Facebook, bien pas sur votre mur, mais dans le fil d'actualité. Puis on se dit, ah, mon Dieu, c'est intéressant ça. Mais si on ne l'a pas enregistré, ça devient une mer d'informations et se retrouver là-dedans, surtout quand on n'a pas de hashtag, qu'on n'a pas défini de stratégie de hashtag, se retrouver là-dedans, ça devient impossible. Par contre, si on se rappelle du nom de l'entreprise et qu'on va, dans le fond, parcourir, naviguer son blog, on va être capable de retrouver l'information soit sur le site ou dans son module de blog. Donc, il ne faut pas que l'information que vous avez durement rédigée se retrouve uniquement sur les réseaux sociaux et risquer de la perdre. C'est ça, le côté éphémère des réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête aussi quand on publie. Tout à fait. Donc, on a fait le tour des 5 pièges, Océane? Oui. Parfait. Donc, moi, j'aurais le goût de vous entendre. Est-ce que il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées, que vous avez déjà entendu parler? Tu sais, ça arrive souvent là, qu'on dit ah, ben il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça, mais là, ce que vous dites aujourd'hui, c'est un peu différent. Est-ce que vous voudriez challenger des croyances que vous avez ou des choses que vous avez déjà entendues qui sont plus ou moins, qui correspondent peut-être pas à ce que vous avez dit, parce que quand on vous dit, c'est toujours en mouvement, c'est toujours en évolution. Je vous invite à poser vos questions spontanément ou encore, si jamais votre micro ne fonctionne pas, il y aura un souci, à le noter dans le chat. Mais moi, tout ce que je peux dire, je suis bien contente d'entendre tout ce que j'entends aujourd'hui parce qu'on est en train d'élaborer notre stratégie pour notre propre entreprise et puis c'est exactement de cette manière-là qu'on s'est orienté. Donc, on est très heureux. C'est un bon rappel des bonnes pratiques pour nous. C'est très utile. Merci. Bon. Et vous êtes dans quel secteur d'activité? Je vous invite à vous nommer comme on n'a pas vu votre image. Je m'excuse, c'est Anne-Louise. Je l'ai indiqué dans le blog. Nous, on a un site web, un webzine qu'on est en train de monter. On crée des contenus sur le vin, la cuisine, la gastronomie. On fait des entrevues. On est 2 anciens journalistes de Radio-Canada et on veut revenir à la création de contenu pertinente, offrir un tout en un finalement qui permet aux gens d'approfondir sur des sujets qui sont souvent traités de manière très, très superficielle. Alors, le défi pour nous, ça va être de rester pertinent même si on s'étend un peu et qu'on veut aller plus en profondeur, donc de garder finalement nos audiences cibles et puis les garder engagés comme vous expliquiez. Ah, très intéressant. Beau secteur d'activité. Super intéressant. On l'a nommé. Il y a des pièges à éviter, mais on va revenir sur les bonnes pratiques. Est-ce que tu pourrais nous résumer ça de façon succincte, Océane, les bonnes pratiques pour éviter les mauvaises surprises? Oui, je vais parler des bonnes pratiques, puis je vais comme repartir finalement de ce qu'on vient de dire, comme ça, ça reste un petit peu frais dans nos têtes. Donc, déjà, une première chose, c'est pour éviter les mauvaises surprises sur les pages Facebook ou LinkedIn, par exemple, ça peut être d'ajouter 14 ou d'ajouter une autre personne de confiance en tant qu'administrateur. C'est vraiment important d'avoir un autre administrateur. Ce rôle-là, c'est vraiment important sur votre page. Ça, c'est vraiment une sécurité.
parce que même si nous, par exemple, on ne gère pas vos réseaux sociaux ou que la personne que vous nommez administratrice ne gère pas vos réseaux sociaux, c'est pas grave. Mais en fait, ça vous permet que si jamais votre compte personnel qui est lié à votre page pro, si votre compte est piraté, ben, au moins, la personne qui est administratrice de votre page, elle pourra vous redésigner à nouveau comme administrateur sur votre nouveau compte. Et que ça vous permet de ne pas perdre le lien avec votre page parce que sinon, c'est perdre du temps à d'essayer de discuter avec quelqu'un chez Facebook, puis c'est toujours très compliqué de pouvoir retourner à la source. Donc, c'est toujours plus simple d'avoir une sécurité en ayant quelqu'un en backup. Tu l'as bien nommé, donc il y a des rôles hein, qu'on peut noter dans Facebook ou dans d'autres. Il y a des rôles et c'est important que ce soit un administrateur parce que si vous perdez accès à votre page professionnelle, c'est toujours un individu qui gère une page professionnelle et si vous perdez votre accès, parce que c'est ça, votre compte a été hacké ou quoi que ce soit, ben, il faut que ce soit un autre administrateur qui puisse vous remettre administrateur. Donc, il faut que vous nommiez quelqu'un qui soit administrateur et pas juste un éditeur de page. Tout ça. Donc, il y a des rôles, c'est administrateur. C'est vraiment important. Et puis, ouais, avoir une stratégie finalement à moyen long terme, c'est ce qui est plus efficace, puis avec un système organisé. Donc, finalement, d'avoir une stratégie complète sur la communication web, ça permet aussi, comme ça, de ne pas dépendre d'un seul outil, comme on l'a rappelé juste avant. Donc, on a plusieurs choses qui gravitent. Encore une fois, comme tu l'as dit, on utilise les réseaux sociaux pour la visibilité, pour se faire connaître, pour parler de nos valeurs, parler des valeurs de l'entreprise. On va publier du contenu qui est plus court, souvent que sur le site web. On va pouvoir diffuser des photos, présenter l'équipe. Et finalement, ça va permettre d'améliorer la notoriété de notre entreprise. Ça va permettre d'attirer des visiteurs sur notre site web parce que c'est ça qu'on veut. On veut améliorer notre référencement. On veut qu'il y ait des visites sur notre site web et que les réseaux sociaux vont permettre d'attirer nos visiteurs. Ça permet aussi, avec les réseaux, de diffuser nos articles de blog. On va rédiger des petits teasers, des petites publications courtes pour dire « Hey, allez lire notre nouvel article de blog, voici le lien ». Et puis, ça permet aussi d'attirer des candidats potentiels parce qu'on sait que le recrutement, c'est aussi un enjeu en ce moment pour beaucoup d'entreprises. Et en même temps, ça va fidéliser aussi notre clientèle actuelle qui va avoir accès facilement à notre contenu et pouvoir suivre les nouveautés. Donc, les réseaux sociaux, les médias sociaux, c'est vraiment un bon outil à avoir dans sa stratégie de publication, mais ce n'est pas le seul. Deuxième chose, gardez en tête que d'avoir une infolettre, ça permet aussi justement de garder contact avec nos clients et prospects. Ça permet de diffuser nos articles de blog, encore une fois, pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur les médias sociaux. Parce qu'on sait qu'aussi que la visibilité des médias sociaux, tout le monde ne voit pas tout le contenu qu'on publie. Avoir l'infolette, ça permet vraiment de cibler nos clients et prospects qui se sont abonnés à nos publications. Ça permet de diffuser les nouveautés, d'envoyer les offres promotionnelles. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a plus l'habitude de faire ou on le fait d'instinct. Et puis, il faut garder en tête qu'il y a aussi des statistiques qu'on fait sur les infolettres et c'est 24% des visiteurs qui viennent de la diffusion par courriel, en fait, du marketing par courriel, qui vont acheter quelque chose. Donc, 24% des personnes qui viennent de l'infolettre vont acheter quelque chose. C'est beaucoup plus important finalement qu'une personne qui va visiter notre page sur les réseaux sociaux. Donc, le marketing par infolettre, c'est vraiment une bonne stratégie aussi à avoir en complément du reste. Je continue. Oui. Troisième petite outil de stratégie à garder en tête, de publier des articles de blog régulièrement sur son site web. Ça permet d'améliorer le référencement et l'autorité du site aussi dans les moteurs de recherche. Alors là, je vais expliquer parce que c'est un peu technique. Mais en gros, si notre site Internet est visité, puis si les visiteurs restent un petit peu plus longtemps pour lire un article de blog, ça, c'est des petites statistiques que Google va prendre en compte pour déterminer que notre site est intéressant. Puis, il va lui donner un chiffre, un taux finalement au niveau de l'autorité. Il va trouver que c'est un site intéressant et pertinent. Et donc, il va vouloir le mettre en avant dans le référencement et finalement le mettre dans les premières pages de recherche sur Google. Donc ça, c'est important de publier des articles régulièrement pour améliorer le référencement, mais ça permet aussi, encore une fois, d'attirer des visiteurs, d'avoir des candidats potentiels pour l'entreprise, puis ça permet d'augmenter la crédibilité auprès des prospects parce que
On sait que d'avoir un site web, ça donne une petite importance quand même pas une petite, mais une importance certaine à l'entreprise. Puis, ça permet aussi de fidéliser encore une fois la clientèle avec du contenu pertinent. J'en profite pour faire une petite aparté. Océane, je partage actuellement l'écran et je vous montre, dans le fond, Google My Business. C'est souvent, tu parles de notoriété, donc ça me fait penser que souvent, on parle de Facebook, on parle de LinkedIn, qui sont les réseaux sociaux les plus utilisés au Québec là, pour les entreprises et les organisations. Instagram, pour ceux qui ont une clientèle un peu plus jeune, Pinterest, si on est en décoration dans des domaines qui sont un petit peu plus près de ce secteur d'activité-là. Mais c'est important aussi de ne pas négliger votre Google My Business, qui est un peu votre fiche d'identité, votre fiche d'identification en ligne. Pour ceux qui l'utilisent là, de base, là, c'est les horaires d'ouverture de votre entreprise, le numéro de téléphone, l'adresse, donc les coordonnées. Donc, sur Google My Business, c'est également possible, dans le fond, d'afficher et de publier, dans le fond, tout ce que vous publiez sur votre site Internet et dans vos réseaux sociaux. Donc, de nourrir cet outil-là, comme le réseau social de Google, hein, l'ancêtre de Google My Business ou Google Mon Entreprise en français, c'était Google+. Donc, pour les vieux, ça fait quand même 3-4 ans que ça a migré de nom. Donc, c'est possible, dans le fond, de nourrir et d'ajouter des articles. Donc, si les gens consultent votre fiche en ligne, ils vont bien sûr voir vos coordonnées puis vos heures d'ouverture, une petite description, mais ils vont voir également des posts que vous auriez faits. Donc ça, tant que ça te donne du mal à écrire un article, c'est super pertinent d'aller aussi publier sur ce réseau social-là de Google et ça vous donne des points, si on veut. Donc, si Google se dit, bien, si vous nourrissez un peu mes outils de communication, donc je vais améliorer un peu votre référencement. Donc, ce serait juste une petite parenthèse pour vous dire que c'est super important de nourrir également votre Google My Business tant qu'à écrire et rédiger du contenu. Ça fait, dans le fond, juste une plateforme de plus sur lequel l'afficher. Yes. Et puis, un dernier petit point, on va dire, parce qu'après, je vais m'arrêter là au niveau de l'horaire. Mais un dernier petit point, ce serait de, finalement, d'avoir dans notre stratégie de création de contenu global, de pouvoir combiner nos stratégies entre elles. Puis, on peut aussi combiner notre stratégie, entre guillemets, de référencement gratuit, de référencement organique, avec des campagnes de publicité qui sont ciblées, parce qu'il y en existe plusieurs. On peut avoir Google Ads, comme tu l'avais présenté lors du dernier webinaire, mais il y a aussi du marketing par publipostage qui est possible. On appelle ça aussi le géomarketing. Puis ça, on va en parler prochainement sur le blog de 14. Puis c'est ça, il y a plusieurs stratégies de marketing qui peuvent être utilisées et on peut les utiliser de manière complémentaire. Ce n'est pas l'une à côté de l'autre, c'est l'une avec l'autre. Et toujours garder en tête que c'est en fonction du secteur d'activité de notre entreprise, en fonction de nos objectifs, puis en fonction de notre clientèle cible. On peut prendre le temps de réfléchir à notre stratégie et d'avoir une stratégie combinée avec plusieurs outils de campagne marketing, tout simplement. Merci, Océane. Écoute, on est rendu à 1h-5. On a fait le tour, nous, un peu de ce qu'on voulait aborder, les sujets ce midi. Est-ce qu'encore là, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées pendant le webinaire, des choses que vous vous attendiez peut-être à avoir des réponses dont vous n'avez pas eu? Je vous invite dans le chat ou encore prendre la parole spontanément pour nous poser vos questions. Moi, je tiens à vous remercier pour cette belle initiative. C'était intéressant de vous entendre. C'est vrai que je publie régulièrement sur LinkedIn et puis l'article original, c'est sur ma page, sur mon site. Mais là, j'en ai appris un peu beaucoup aujourd'hui pour pouvoir faire des liens. Donc, je tiens à vous dire merci beaucoup. C'est très apprécié et merci pour votre invitation. Tant mieux. C'était l'objectif que vous soyez le plus habilité possible à le faire vous-même et le faire bien. D'autres questions? Moi, il y avait la stratégie de TikTok, ça augmente à chaque année de manière exponentielle et on a beaucoup entendu dire qu'il ne fallait pas le négliger, même si notre clientèle cible, ce n'est pas des 15 à 18 ans. Donc, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la stratégie médias sociaux? Laissez Océane répondre à la question. Ma réponse, ça va être un peu comme je disais tantôt,
c'est est-ce que la clientèle cible s'y trouve? Parce que même si ma clientèle cible ne s'y trouve peut-être pas, ça veut dire qu'on va mettre des efforts sur ce réseau social-là. Ça va peut-être attirer du monde. Oui, il y a des choses, parfois des contenus qui peuvent devenir viraux, entre guillemets, sur TikTok, mais c'est pas parce que ça attire une sorte de visibilité que ça va, comment est-ce qu'on dit? Que ça va finalement donner des résultats. En fait, si l'objectif, c'est d'avoir des lecteurs réguliers, d'avoir des personnes qui deviennent abonnées, puis peut-être qu'ils vont consommer. Je ne sais pas si la stratégie, c'est de vendre après des produits ou de diriger, donner des conseils sur certains produits ou pas. Mais si c'est le cas, ben, faut vraiment toucher une clientèle qui va être intéressée par nos produits. Puis si on diffuse sur un réseau social que notre clientèle n'y est pas, ben oui, on va avoir de la visibilité, mais ça ne va pas convertir, ça c'est le mot que je cherchais, ça ne va pas convertir derrière. Fait que c'est un peu comme oui, c'est joli, c'est cool d'avoir du monde qui vient nous voir, mais est-ce que ça aide à atteindre nos objectifs? Ben, peut-être pas. Faut y penser à 2 fois. C'est pas un non franc, c'est pas un oui franc. Mais dans le cas où le temps est compté, moi, je vous dirais, ciblez d'abord vos audiences cibles. Où sont nos clients cibles? On va aller les chercher là où ils sont. Si vous avez plus de temps, vous pouvez vous étendre, mais comme le temps n'est pas toujours élastique, des fois, il faut faire des choix. Donc, la réponse n'est pas tranchée au couteau. Et c'est sûr que la génération qui monte, hein, les 15-18 ans, ben, ça va être votre clientèle peut-être éventuellement. Donc, si vous êtes déjà sur Instagram, ben, c'est sûr qu'on veut aussi charmer, séduire la clientèle qui va être notre clientèle de demain. Donc, c'est à garder en tête. Mais tu sais, si votre clientèle a 60 ans, d'être sur TikTok, c'est peut-être pas la clientèle de demain. Fait que bon, faut peut-être Moi, c'était plus au niveau de l'augmentation constante des clients plus âgés sur TikTok. C'était ça mon questionnement. Parce qu'il y a comme une augmentation de 37 à 47 % par année. Donc, c'était là où je me posais la question. Parfois, on peut, tu sais, les indicateurs de performance peuvent nous aider. Quand on roule, par exemple, une page Facebook depuis un certain moment, un site Internet, on peut aller consulter sur notre site Internet Google Analytics pour voir qui est notre clientèle cible. Si on voit des publicités dans Google Ads, de la même façon, on va avoir des tableaux de bord pour voir qui consulte nos publicités. Donc, avec le pixel Facebook, si on fait de la publicité aussi, on va voir qui va consulter notre publicité. Donc, en cas de doute, moi, je vous dirais, allez consulter ces outils-là, qui sont des indicateurs de performance, qui vont vous renseigner sur qui apprécie mes contenus, qui consulte mes contenus. Et là, après ça, ben, on n'est plus dans « je pense que », on est vraiment dans « j'ai dans le fond du matériel à l'appui, des données à l'appui pour me dire voici les gens qui actuellement consultent ou ont de l'intérêt pour mon produit ou mon service. » Oui, bien intéressant comme conseil. On va l'appliquer. Quand tu as des données, ben, tu ne parles pas dans le vide. Tout à fait. Et des fois aussi, tout à l'heure, Océane mentionnait quelque chose, donc je surfe également sur sa pensée, de se dire, tu sais, les médias, il faut que ça soit interactif. Posez des questions à votre audience. Hein, c'est vraiment la place. Allez sur Facebook, allez sur LinkedIn et dire, on est à créer du nouveau contenu. Dites-nous, par exemple, ben, vous pourriez demander, quel âge avez-vous? Vous êtes dans quel secteur d'activité? Donc, renseignez-vous de façon aussi c'est un média où on veut avoir de l'interaction. Donc, en cas de doute, posez-les vos questions à votre audience, puis ils vont vous répondre là, de façon... fait que vous allez avoir peut-être aussi une indication. Là, je vous ai mis dans le chat, j'applique mes propres conseils de dire, ben, on va créer des prochains webinaires dans les prochains mois. Et dans le fond, je voudrais savoir quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on aborde, qu'on démystifie. Donc, n'hésitez pas à sonder votre clientèle et d'aller voir les données, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste rajouter un petit point, Isabelle, je te coupe, excuse-moi. Juste par rapport au fait de sonder son audience, il ne faut pas hésiter à la sonder. Puis, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire à travers une publication pour poser des questions, mais on peut le faire aussi en story. Puis, pour ceux qui utilisent les stories, les petites histoires courtes qu'on voit dans les petites bulles en haut, souvent sur Instagram ou sur Facebook, ben, on peut mettre on appelle ça des étiquettes, mais des stickers, là, comme un petit bouton finalement qui permet aux personnes de voter. Fait que pour ceux qui ne prennent pas le temps des fois de rédiger un commentaire pour répondre à nos questions, ça arrive très souvent que finalement il y a peu de gens qui interagissent en commentaire. On se rend compte qu'il y a beaucoup de monde par contre qui consultent les stories et qui interagissent sur les stories parce que ça prend juste un clic, c'est rapide. Fait que c'est comme de faire un sondage en ligne à travers la story.
ben là, ça permet d'avoir des résultats un peu plus complets. C'est pas hésiter à poser ces questions à son audience dans une story plutôt que dans une publication, ou faire les deux. Ben, c'est toujours mieux de faire les deux, hein. Comme ça, on est sûr d'avoir plus de réponses possibles. Oui, ben merci pour ces belles réponses-là. Donc, il est déjà 13h, c'est le temps qu'on avait. Donc, si l'aventure de la création de contenu vous tente, mais que vous manquez d'expertise, de temps ou de ressources humaines pour déployer votre stratégie de création de contenu, ben sachez que chez 14, on peut vous accompagner, vous aider à réaliser votre plan de publication. Hein, des fois, le faire une première fois accompagné pour être capable de le réaliser soi-même dans les prochaines années. Ou encore, si vous souhaiteriez avoir une stratégie annuelle clé en main, incluant la rédaction, la diffusion de contenu, la programmation, la création de visuels, donc tout ça fait dans les règles de l'art, sachez qu'on peut vous aider également pour ça. Donc, pour ceux qui ont apprécié la formule 60 minutes top chrono, je vous invite à vous joindre à nous le vendredi 27 mai prochain à midi également. Donc, un vendredi midi prochain, le 27 mai, pour un prochain webinaire qui va traiter de l'importance d'un positionnement stratégique distinctif pour votre entreprise avec notre collaboratrice experte invitée, Isabelle Giroux, qui s'était jointe à nous aujourd'hui, qui est stratège marketing. Donc, ça peut vous aider beaucoup à orienter vos sujets dans votre prochaine création de contenu. Donc, quand vous allez avoir trouvé votre saveur propre. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre présence ce midi. Désolée pour les soucis de visuel ou encore de micro. J'espère que vous aurez apprécié tout de même ce webinaire-là. Notre webinaire va être rendu disponible sur notre site web la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez qu'on vous envoie une copie, si vous voulez partager peut-être à des gens dans votre réseau qui auraient tout intérêt à en savoir un petit peu plus sur la création de contenu. Donc, on se retrouve dans un mois. Les invitations vont apparaître. Suivez nos réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup de votre présence encore, puis au plaisir de vous retrouver dans notre prochain webinaire. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.